Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous accueillir cet après-midi au sein du Musée des civilisations noires dans le salon de littérature féminine. Alors avant de commencer, d'entamer ce panel d'exception, je voudrais adresser à sa promotrice, Amina Seck, et à tous ceux qui l'aident dans la réalisation de ce salon, désormais devenu une tradition dans le paysage littéraire sénégalais. Je voudrais vraiment adresser à Amina Seck mes plus vifs encouragements, mes remerciements, mes félicitations aussi pour tout ce qu'elle a réalisé. Ce n'était pas facile. Rien ne lui a été épargné et pourtant elle est là, fidèle, généreuse à chaque édition. Alors, je voudrais remercier particulièrement Amina Seck de m'avoir glissé dans ce panel entre deux personnalités absolument exceptionnelles, avec un thème qui m'a toujours hanté et je pense qui hante également beaucoup de personnes qui sont présentes ici dans le public. Alors, rien que de les avoir à côté de moi, à ma droite, Ken Bougoul, à ma gauche, Diary Sow, j'ai des frissons parce que ce sont deux personnalités que j'aime profondément, mais sans savoir même pourquoi je les aime en fait. Je les ai lues, oui, je ne sais pas, parce que je crois que l'amour se passe de justification. On aime, un point, c'est tout. Et je pense que... est-ce que je dois vraiment vous les présenter? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera très rapide. Et je le fais uniquement pour nos hôtes venus de l'étranger, parce qu'au Sénégal, Ken Bougoul et Diary Sow ne sont plus à présenter. Quelques mots d'abord sur Ken Bougoul, qui est ici à ma droite. S'il fallait dresser un palmarès des écrivaines sénégalaises les plus saillantes de l'histoire de la littérature sénégalaise, écrite par les femmes, elle figurerait sans doute au sommet, tant son art l'a propulsée au rang d'étoile de la littérature sénégalaise. Plus de 11 romans publiés à ce jour. Je donne un chiffre comme ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus. Et encore quelques dizaines d'autres qui attendent sagement leur tour, parce qu'elle n'arrête jamais. Ken Bougoul est une habituée des rencontres littéraires. Elle est bardée de distinctions, que je ne vais pas citer ici, du monde entier. Prix littéraire du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1999 avec son roman Riwan ou le chemin de sable. Elle anime des ateliers d'écriture. Elle participe très généreusement aux différentes manifestations culturelles du pays. Une journée ne suffira pas pour vous dire qui elle est, même ne serait-ce que de saisir une petite parcelle de ce qu'elle est. Mais en fait, c'est elle qui parle le mieux d'elle. Et tout à l'heure, elle nous en parlera. Puisque le thème qui nous occupe aujourd'hui, quête identitaire, va nous plonger au cœur de sa vie. Elle livre souvent quelques petits bouts, Ken Bougoul, qui, assemblés, font d'elle une des personnalités vraiment les plus solaires du milieu culturel. Quant à Diary Sow, qui est là. Enfin, Diary, je te vois, je t'embrasse, je t'écoute, moi qui ai tant fantasmé notre rencontre. Si jeune et pourtant déjà si féconde. Élue meilleure élève du Sénégal en 2018-2019, constamment fourrée dans ses livres et dans ses études, elle intègre après son bac le prestigieux lycée Louis-le-Grand, qu'ont fréquenté, entre autres, avant elle, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Georges Pompidou, excusez du peu. Quelques présidents de la République et quelques personnalités comme Aimé Césaire. Elle en sort brillamment en intégrant le top des grandes écoles françaises, une école de très haut niveau, l'école centrale de Paris, qui forme ingénieurs, dirigeants d'entreprises, cadres supérieurs, managers, experts. Diary cultive l'excellence à tous les niveaux. 2 romans déjà publiés, probablement beaucoup d'autres à venir. Sous le visage d'un ange, en 2019, Je pars, en 2021. D'aucuns y voient quelques signes autobiographiques, bien que la mention roman figure en couverture. J'ai appris, chère Diary, que tu avais créé un blog.
destiné aux jeunes étudiants, aux lycéens, aux collégiens, afin de les aider à mieux réussir leurs études, en mettant à leur disposition des méthodologies pour atteindre leurs objectifs, des conseils pour gérer leur temps et leur stress, des méthodes pour préparer des examens, en s'organisant, en planifiant ces révisions. J'ai jeté un coup d'œil curieux et ce que j'y ai trouvé, franchement, ça m'a beaucoup plu. Diary, je pense que ton blog devrait être largement partagé. Il apprend, entre autres, comment rebondir, comment se remettre d'un échec, comment retrouver la motivation. Je ne peux pas tout énumérer, mais ton blog est une mine de renseignements pour les apprenants. Cher Ken Bougoul, cher Diary, nous sommes donc réunis cet après-midi pour un moment de partage unique autour d'un thème qui traverse les âges et les histoires personnelles. Quête identitaire à la croisée des générations. Si, de manière superficielle, plusieurs générations vous séparent, nous séparent, en revanche, à travers vos écrits, on sent une profonde sensibilité qui vous est commune, une liberté de ton, une authenticité qui ne souffre pas le doute. Toutes les deux, vous allez dialoguer par-delà vos histoires personnelles pour tisser avec nous, avec le public, une histoire collective. Alors, cher Ken Bougoul et cher Diary, je vais vous poser la même question pour démarrer le panel. Quelle est la perception que vous avez de votre ou de vos identités? Puisque le thème nous parle de la quête identitaire et une traversée générationnelle. Alors, quelle perception vous avez de votre ou de vos identités si elles sont multiples? J'accepte comme un honneur la perception que j'ai de mes identités. Il faut savoir que plus on se découvre, plus on se rend compte qu'on n'a pas une seule identité ou une identité figée. Alors que quand on commence cette quête, on se dit je vais savoir qui je suis et ce sera ça et pour toute ma vie je serai ça. Alors qu'en fait tout le temps je me campe devant ma mère, je lui dis ça y est, je sais ce que je veux faire, je vais devenir écrivaine et ce sera tout. Et 3 mois plus tard, je reviens, je lui dis c'est bon, j'ai découvert la photographie, c'est ce que je veux faire et il n'y aura plus que ça. Et je me rends compte que je fais tout le temps de grandes annonces comme ça, en pensant que c'est fini, que c'est ce que je veux faire et qu'il n'y aura pas autre chose. Et j'ai un jour dit à un ami qu'avant d'aller chercher à découvrir les autres, j'allais d'abord découvrir qui j'étais, j'allais d'abord savoir ce que je voulais, et après, je pourrais me lier aux autres. Et c'est une grossière erreur, une erreur de jeunesse, parce que tu ne te rends pas compte qu'en fait, la quête de soi, ça dure toute la vie. C'est essentiellement en changeant que l'on se découvre, ce qui est quand même paradoxal. Et donc je pensais, en étant petite, que j'étais une jeune femme, que je serais une jeune femme, une écrivaine, une scientifique, que je pourrais porter toutes ces casquettes sans que ce soit contradictoire, sans que ça définisse qui je suis. Et je me rends compte que c'est très complexe de porter en soi autant d'identités. Et c'est aussi très complexe de dealer avec le regard qu'on a de nous, parce qu'on se rend compte aussi que quand on voit des gens, ils projettent déjà sur nous ce qu'ils pensent que nous sommes. Et c'est extrêmement complexe de dealer avec ça. Merci, Diary. Ken, à toi. Quelle perception as-tu de ton identité ou de tes identités multiples? Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde.
Merci à Amina, merci à l'association Les Interculturels, merci à tout le monde. Je suis très contente qu'elle ait dit que c'est très compliqué, que c'est très complexe, et que l'identité, c'est une quête, c'est une construction, c'est exactement comme ça. Je peux être sa grand-mère, mais j'en suis même là. Je suis toujours dans la quête identitaire. Tout récemment, lors du festival de cinéma de femmes à Toubab Dialaw, on nous avait demandé, pendant les ateliers d'écriture, de soumettre des textes. Et moi, le texte que j'avais écrit, qui était sur le genre, comme ce matin, on a beaucoup parlé de genre, en français, gender en anglais, et que peut-être gender en anglais et genre en français, c'est pas pareil, parce que pour dire genre homme, femme, féminin, etc. Et là, j'ai soulevé un autre genre, c'est le genre neutre. Je crois qu'il y a un journal de la place qui a repris, parce que Rama Saladien, je crois qu'elle avait publié ça sur YouTube, et il y a un journal de la place qui a... qu'est-ce que c'est encore ce genre nouveau, qui est un genre neutre. Mais là, c'est pour parler de genre et de gender. Et là, on parle de quête identitaire. Ça dit que, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu d'héritage. C'est là toujours que je rejoins un peu, modestie à part, le philosophe Derrida, qui remettait en question la question de l'héritage. Parce que l'héritage te construit quelque chose. Tu es le fils de tel, on t'a éduqué comme ça, tu as été comme ça, tu as grandi dans cette maison avec ta famille, voici les échelles de valeurs dans cette famille, voici la religion, etc. Donc l'enfant grandit, évolue, naît dans ça et fonctionne avec ça. Et moi, je n'ai pas eu d'héritage et j'ai refusé l'héritage. C'est-à-dire l'héritage est de droit, presque, à la limite. On dit si tu es né de tel et tel, donc tu as hérité, parce que génétiquement, on peut dire il y a les gènes de père, mère, etc. Tu as été élevé au sein de la mer, des odeurs, un environnement qui te conditionne plus ou moins, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que quand les gens voyagent, je me rappelle, même pas voyager, quand j'ai quitté mon village dans le Ndoukoumane, je suis venue au camp Claudel. Quand les gens partaient pendant les vacances, les filles disaient « Oh là là, maman va me préparer ça ». Alors que moi, j'avais les odeurs des Mbahalou Saloum, du Ndoukoumane, là, les Guédi Tambadjang, tu vois. Moi, c'était ces odeurs de Mbahalou Saloum, mais ce n'était pas des poulets yassa, machin, les tchèps de Dakar, pour les gens de Dakar. Donc, rien que cette odeur du Ndoukoumane, d'arachide, conditionne déjà. Donc, ayant refusé l'héritage, parce que ayant pris conscience d'être, que j'étais quelque chose, que j'étais en vie, je n'ai pas trouvé un environnement autour de moi, ni peut-être génétique, mais ça on n'en a pas conscience, il faut aller voir le médecin spécialisé, mais je n'ai pas eu un héritage affectif, émotionnel, de socialisation ou de filiation, de père, de mère, de tante, de frère, de sœur, tout ça qui constitue, qui fabrique, qui constitue. Moi, c'est le néant, quoi, c'est le vide. Et donc, de ce vide, très jeune, je devais construire quelque chose pour m'accrocher à quelque chose, pour me stabiliser, pas me stabiliser dans l'identité, mais me stabiliser dans des dispositions en vue de non seulement d'une quête identitaire, mais d'abord de planifier le personnage que je veux être. C'est-à-dire, j'avais besoin de me poser pour fabriquer le personnage, ce que je voulais être. C'était un projet de fabrication d'un individu.
Donc, il n'avait aucune attache, aucune émotion, aucun sentiment. Jusqu'à présent, je dis aux gens que je les aime bien, mais c'est au moment où je leur dis ça. Mais je ne suis pas quelqu'un de sentimental gratuitement comme ça. Non. J'ai des émotions par contre. Même ma foi en Dieu est plus émotionnelle que conditionnée par autre chose. Je suis émue. Quand je te vois, je suis émue. Comment Dieu t'a créé avec des yeux, un nez comme ça m'émeut. Les plantes m'émeuvent, la lumière m'émeut. C'est l'émotion, mais pas des sentiments d'amour, Non, je ne ressens pas ça, mais de l'émotion. Je suis émue par les gens, émue par ce que j'entends, ce que je vois. Donc, il fallait que j'entrevoie qu'est-ce que je veux être, comme l'a dit Diarra, qui elle voulait être. Mais il fallait que je fabrique une entité. Et cette entité n'avait pas de genre, entre guillemets. Ce n'était ni une entité femme, ni une entité homme. Donc, ce n'était pas du tout dans mes trucs, ni quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, ou quelqu'un qui aime ça ou qui n'aime pas ça. Mais je voulais créer l'entité et à partir de ce moment-là, commencer à le sculpter, à le travailler pour me fabriquer ce personnage que je voulais. Maintenant, quand j'en arrive à l'identité, pour qu'on puisse m'identifier par rapport à quelque chose, elle est née ici, elle est née ça, ça c'est bien après que ça m'est venu et ça a commencé, comme elle a dit tout à l'heure, l'identité c'est une construction, c'est une dynamique perpétuelle, permanente. Et par rapport même, je n'étais pas consciente de la couleur de ma peau et c'est quand j'ai été face à des gens qui m'en ont fait prendre conscience et que ça m'avait un peu secoué, qu'on pouvait identifier quelqu'un, classer quelqu'un, hiérarchiser à la limite à cause d'une couleur de peau. Ça, pour moi, ça a été un choc. Et je n'ai pas voulu accepter ça. Donc, j'ai déconstruit cette identité par rapport aux origines. Donc, si moi, je me retrouve dans des situations de racisme ou de rejet par rapport à ma peau, je n'utilise pas la couleur comme que ça justifie, etc. Donc, il faut que je démontre que si la personne ne m'aime pas, ce n'est pas par rapport à la couleur de ma peau, c'est un comportement qui a induit le lien avec la couleur de ma peau, etc. Et il en était, donc j'ai déconstruit ça. C'est comme d'être une femme. C'est quand j'étais confrontée à des rapports où être une femme signifiait quelque chose, mais dans un sens tellement négatif d'objectisation, d'exotisation ou d'érotisation, etc. Là, j'ai refusé. J'ai dit, moi, je suis d'accord d'être une femme parce que c'est sympa d'être une femme. Moi, j'aime bien être une femme. Hein. Je ne sais pas, j'aime bien comme sentiment, ouais, j'aime bien. Mais pas dans le sens d'objectisation, d'érotisation, etc. Donc, il fallait que je déconstruise, que je ne sois pas identifiée parce que je suis une femme. Je suis, moi, ensuite, accessoirement une femme, accessoirement noire. Donc, tu vois, j'ai poursuivi cette quête pour arriver à la quête identitaire, mais par rapport donc à l'individu que j'étais. Et à partir de maintenant, de dire l'individu que je suis, maintenant par rapport aux expériences de la vie, à la lecture, à la maturation, et chaque jour au quotidien, la construction de cette identité individuelle se poursuit. Et jusqu'à aujourd'hui, tout à l'heure, il y a un ex-mari là, parce qu'il m'a trahi pour aller épouser une jeune fille de 18 ans. Je lui disais qu'il faut éviter les acquis, parce que les acquis, c'est toujours réducteur. Oui, moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Je trouve que dès qu'on arrive à dire j'ai ça, je suis ça, je suis ça, j'ai atteint ce niveau-là, c'est qu'alors là, franchement, on n'a rien compris, parce que c'est tellement réducteur. Donc, je suis toujours dans cette dynamique de construction qui me permet de dire que chaque jour, je suis un nouveau moi-même. Wow, c'est beau.
Alors, Diary, Ken Bougoul a parlé d'héritage et de déconstruction. De quoi as-tu hérité? Et as-tu besoin de déconstruire pour reconstruire autre chose? Je crois qu'on a tous, à un moment donné, besoin de questionner l'environnement dans lequel on est né. On a besoin de regarder les gens avec qui on vit et de se demander si on a vraiment envie d'être comme ils veulent qu'on soit. Je suis née dans une famille très traditionnelle. On a toujours été très religieux, beaucoup d'attentes, énormément. Et quand on est une femme dans un milieu traditionnel, on attend de nous, avant même qu'on naisse, qu'on soit d'une certaine façon. On attend de nous qu'on s'habille d'une certaine façon, qu'on parle d'une certaine façon, qu'on marche, qu'on s'assoive d'une certaine façon. Il y a des règles pour tout. Et si on ne correspond pas à une seule de ces choses-là, on se sent comme une anomalie. Donc je me suis toujours sentie en décalage dans mon environnement naturel, familial. Je me suis toujours sentie presque étrangère aux femmes auxquelles on voulait que je m'identifie. Et j'avais l'impression que je ne voulais pas être ces femmes-là. Je regardais, c'est dur à dire, mais je regardais mes tantes, je regardais ma grand-mère et je me disais, je veux être différente, je ne veux pas être comme ça. Et c'est tragique parce que l'identité se forge tout d'abord au berceau. Ce sont les gens qui sont dans notre entourage auxquels on s'identifie. On s'identifie comme une femme, on s'identifie comme une femme sénégalaise. Donc il faut regarder les femmes sénégalaises, il faut les voir se comporter d'une certaine façon et se dire je suis censée suivre cette trace, je suis censée être comme ceci, comme cela, parce que les femmes autour de moi veulent que je le sois. C'est ce qu'elles ont défini et c'est ce qui est défini par la société, c'est ce qui est attendu de moi. Et on crie en soi, on crie parce que ce n'est pas ce qu'on veut pour nous et ce n'est pas ce qu'on rêve dans notre intimité, ce n'est pas ce qu'on écrit, parce qu'on écrit à un moment donné, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas le dire aux femmes qu'on côtoie, on ne peut pas leur dire, c'est blessant d'entendre sa fille dire « Maman, je ne veux pas être comme toi, je ne veux pas être comme ça, et je n'accepte pas ce que tu m'imposes, et je veux être différente. » C'est extrêmement difficile d'entendre ça en tant que mère. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai grandi dans cette famille où il fallait que je trouve d'autres moyens d'expression, où l'héritage est colossal, parce que on va te raconter l'histoire de telle grand-mère qui, à 13 ans ou 15 ans, a été mariée, qui a été consentante. Mais que vaut le consentement à 15 ans? Je me le demande. Et on te racontera l'histoire d'une telle tante qui a été divorcée et que ce n'est pas bien et qu'il faut rapidement qu'elle se casse parce que le divorce, c'est une insulte à la religion, c'est une anomalie, on ne doit pas divorcer. On te racontera l'histoire d'une sœur qui parce qu'elle a été violentée, n'est plus bonne à marier parce qu'elle a perdu sa virginité. Ça y est, c'est mort, c'est presque un déchet. On ne le dira pas comme ça, mais c'est perceptible dans les mots, c'est perceptible dans les propos. Et c'est extrêmement difficile de prendre tout ça et se dire c'est mon héritage, c'est ce que je dois incarner, c'est ce que je dois être, et de se sentir en décalage avec tout ça. Et même si on se sent en décalage, il faut bien se construire, il faut bien qu'on soit quelque chose. Mais par quoi remplacer tout ça? Par quoi remplacer un héritage avec lequel on ne se sent pas en adhésion? Comment remplacer en essayant de ne pas rejeter? Comment remplacer en n'acceptant pas qu'on nous traite d'occidentalisés,
comment remplacer en évitant les étiquettes. Et ça se fait en cherchant d'autres modèles. Donc j'ai cherché d'autres modèles. Mes modèles, c'était des femmes que je trouvais dans les livres, c'était des femmes que je regardais à l'écran, c'était des femmes auxquelles je m'identifiais, des femmes indépendantes qui sont autour de nous, qui sont parfois jugées, qui sont parfois pas comprises, qui refusent, qui n'acceptent pas qu'on leur impose des choses auxquelles elles n'adhèrent pas et avec lesquelles elles ne se sentent pas en adéquation. Donc j'ai regardé cette tante qui, parce que son mari était violent, est partie. Je l'ai observée et je me suis dit que je voulais être comme cette femme-là. J'ai regardé cette femme qui se faisait battre, cette amie de ma mère, qui se faisait battre par un mari violent et dont on disait qu'elle aimait ça, que de toute façon, elle avait presque un talent pour provoquer la violence de son homme. Et je me suis dit que je ne voulais pas de ça. Donc c'est en cherchant à identifier comme ça autour de moi des modèles que j'ai finalement réussi à trouver quelque chose qui pouvait aller avec ce que je voulais. Et ce n'était toujours pas suffisant parce qu'on a l'impression à chaque fois de ne pas être ce qu'on veut et de ne pas faire ce qu'il faut. Et c'est très très difficile. On se construit comme ça et on se rend compte que notre identité se résume aussi à des étiquettes. Parce que pour nous définir, les gens ils diront sénégalaise, ils diront étudiante, ils diront jeune fille noire, ils diront, ils lanceront des mots, ils lanceront la vingtaine, ils lanceront que des étiquettes avec lesquelles tu ne te sens pas forcément en adéquation. Et donc on se cherche, on se cherche, on se cherche. On se demande si on est vraiment ça, si on est vraiment cette succession de mots que les gens utilisent pour nous définir, étudiante sénégalaise. Et on rencontre des gens, on essaye aussi de se définir par rapport à eux. Et puisque le thème de cette année, c'est l'exil, je peux dire que quand on part et qu'on rencontre des gens, on se rend compte, quand on rencontre de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, on se rend compte aussi qu'il y a énormément de monde qui ont des a priori sur ce qu'on est. Et on a même du mal à construire des relations vraies avec certaines personnes parce que dès le premier contact, on te demandera, on te dira ça va en Afrique, ça se passe bien Dakar, c'est quand même comment ça se passe quand on est à Dakar, et c'est quand même assez sale, c'est quand même si, c'est quand même... On te définira, on te dira, toi, tu viens d'un pays, tu viens de ci, et puis ils auront eu leur expérience avec ce pays, et puis ils projetteront ces expériences sur toi. Ils diront, nous, l'expérience qu'on a vue des femmes noires, c'était plutôt des femmes négligées, pauvres, incultes, pas cultivées, et puis on essaiera de comprendre pourquoi toi, t'es pas comme ça, et puis c'est compliqué. C'est compliqué. Donc mon identité s'est construite en essayant de rejeter tout ce que je ne voulais pas, tout ce que je pensais que ça ne me définissait pas, tous les mots qu'on te colle à la figure, qu'on te colle sur le dos, parce que tu ressembles à ci, parce que tu es comme ça. Et donc sur ce chemin, je me suis rendu compte que c'est principalement en partant, en quittant le berceau familial, en allant en France, à Paris, en visitant des pays, que je vais à la rencontre de moi-même. Voilà.
Merci Gary, merci Ken pour ces réponses pleines d'émotions, émouvantes et pleines de vérité. Alors, Gary a parlé de refus des assignations. Ken, toi, tu es parti quasiment du vide, hein, du manque. En fait, tu manques de beaucoup de choses. Et là, peut-être, à côté, il y avait presque trop de choses. Et moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez pris conscience d'une période dans votre vie où vous avez vécu une crise identitaire? Et qu'est-ce qui l'a provoqué? Y a-t-il eu un événement qui a provoqué une crise identitaire et une prise de conscience? Je peux citer peut-être, c'était très tôt, parce que j'étais très petite. Oui, je reproche toujours aux gens de ne pas mettre le micro près de la bouche. Et j'en fais autant, c'est terrible. Hein? On ne peut pas changer le monde, il faut d'abord commencer par soi-même. C'est-à-dire que moi, c'est très tôt. Un choc, le départ de la mère. La souffrance, traumatisme, anéantissement de toute velléité d'une existence normale, dans la normalité, déjà. Rupture totale. Donc ça, c'est le gouffre, quoi. Et deuxième choc, peut-être je devais avoir 13-14 ans. J'étais à l'école. D'abord, je pense que ce qui m'a aidé aussi, parce que c'est d'aller à l'école dans une famille où je suis la seule femme à aller à l'école. Mes autres sœurs ne sont pas allées à l'école parce qu'il n'y avait pas d'école dans mon village à l'époque. Donc d'aller à l'école, d'ouvrir des cahiers, déjà j'étais plus ou moins isolée, mais pas encore marginalisée. Et j'étais encore récupérable. C'est-à-dire récupérable pour la société. Donc à 14-15 ans, quand on a pensé qu'il y avait un jeune homme dans la petite ville ou commune où je me trouvais, qui avait été à l'école, qui a eu son bac, qui devait aller étudier en France, à Toulouse, je crois. Et que, bon, dans la commune, il pouvait m'épouser, parce que moi, j'ai été à l'école. Et donc, on a dit, bon, elle va à l'école, donc, mais il y a ce jeune homme, on va les marier. Et puis moi, j'ai dit que non, je veux pas... D'abord, je ne veux pas me marier, puis je ne veux pas l'épouser. Ce monsieur que je connaissais sa famille et tout, parce que je ne l'aime pas. On m'a dit non, on n'a pas besoin d'aimer un homme pour se marier avec lui. Alors, bon, de toute façon, je n'ai pas envie de me marier. Et les gens pensaient que je disais ça comme ça, mais j'ai tenu bon à cet âge-là. Je me suis accrochée. Et là, je crois que la première fois qu'on a décrété que soit j'étais dans ma Hamadi, je ne connais pas, mal éduquée, ou j'étais folle. Et là, déjà à l'époque, dafa réew, dafa Hamadi wala dafa dof. Je me rappelle. Et là, je me disais, tiens, en moi-même, ah tiens, c'est pas mal, folie là. Mais j'ai gardé ça en secret, peut-être même je l'ai même après, j'ai laissé ça quelque part, quoi. Et mon frère qui avait décrété ça, qui était un ami à ma fille, mais il est décédé récemment, paix à son âme, lui il avait dit, que j'étais mal élevée, qu'on n'avait qu'à me battre, que si je suis folle, on doit me soigner. Mais comment tu parles comme ça à un enfant, une petite fille de 14 ans, 15 ans? J'ai trouvé ça violent. Et j'ai quand même tenu bon. Bon, aujourd'hui, je le regrette parce qu'après, il est devenu un grand banquier ici au Sénégal. Comment je suis toujours fauchée.
Et chaque fois, je passe mon temps à demander de l'argent, l'argent, je veux l'argent. J'ai raté, hein, mais bon, je ne regrette pas. Et donc, ça, c'était le deuxième choc. Mais j'ai tenu bon. Et le troisième choc, donc c'est par rapport à l'Occident, quand on m'a dit que j'étais une noire, vraiment rejetée, parce que j'avais la peau noire, et tout en utilisant le fait que aussi je sois une femme, m'exotiser, que les noirs sont chaudes, etc. Donc ça aussi, ça a été très très violent. M'associer d'abord dans la noirceur et m'associer en tant que femme noire, érotisée, exotisée. Donc ça c'était un des chocs. Je vis que des chocs. C'est pour ça que je trouve que de temps en temps, c'est pas mal de secouer un peu les choses. Il faut choquer. Ouais. Non, c'est nécessaire de scandaliser de temps en temps. En tout cas, il ne faut pas s'endormir. Mais de choquer, pas d'une manière vulgaire, mais oser dire non, je ne veux pas. Niet. C'est-à-dire, il faut oser le dire. Et tout à l'heure, il y a une de mes copines qui a dit avec difficulté le mot merde. Et moi, je dis non, il faut le dire avec aisance. Il faut savoir dire merde, avec classe même. Hein? Mais merde, c'est très important. C'est-à-dire, ça permet de... On pense que c'est vulgaire, non. Je t'ai dit, Ken, que je suis en train de préparer depuis très longtemps un merde gigantesque que je vais aller dire après, mais avec beaucoup d'élégance. M-E-R-D-E. Voilà. M-E-R-D-E. Donc le professeur est en train de faire le bas à bas de mon merde. Bravo professeur, courage. On va lui redonner ses lettres de noblesse. Donc ce sont c'est différent. Et ça, je n'échappe pas à ça encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on me reproche à mon âge que je vive seule, que je devrais avoir un taco, que c'est pas bien que je n'habite pas avec ma fille dans le même appartement. Pourquoi elle habite là, moi j'habite là, que c'est pas bien. Tous les jours, que c'est pas bien de rester seule, que j'ai besoin d'un référent moral. Bon, il n'ose plus me dire celui qui va m'amener au paradis, parce que j'ai déconstruit le paradis, qu'il n'existait pas. Et mais jusqu'à présent, je subis encore de mon mode de vie. Donc tous les jours, quelque chose me choque, et tous les jours, ça me permet de consolider ce que je suis et de poursuivre ma démarche vers la liberté totale. Donc c'est très important donc, de subir des traumatismes, des chocs, et que si hier on parlait de religion, dans toutes les religions, en tout cas abrahamiques, enfin, judaïsme, christianisme, islam, on dit toujours que si tu restes 3 mois sans choc, crée-toi un choc. Soit tu restes toute la journée sans manger, ou tu le fais 2 jours, soit tu ouvres ton armoire, tu prends quelque chose que tu aimes tellement cette chose, mais tu la prends, tu la donnes à quelqu'un, à un inconnu, pour te choquer. Parce que donc on a besoin d'être choqué pour pouvoir aller de l'avant et avoir aussi pouvoir aller de l'avant. Ça c'est une preuve de courage. Et tout à l'heure Mademoiselle Diary disait que elle tenait bon parce qu'elle voyait des choses, elle ne voulait pas être comme les femmes qu'elle voyait, mais elle appréciait aussi celles qui pouvaient dire non, qui faisaient, et que ça aussi, ça permet aussi, ça contribue à la formation, à la construction. Moi, je préfère même la formation de l'identité plutôt que à la construction.
Donc c'est plusieurs éléments de choc, plusieurs chocs qui en plus me conditionnent, me donnent encore l'énergie d'aller toujours de l'avant, parce que j'aime relever les défis. Et comme je le dis, je le répète encore, ma devise, c'est toujours que la vie, ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de courage. Oh, quelle belle phrase. Magnifique. Alors, pour poursuivre un petit peu, Diary, y a-t-il eu un moment où tu t'es senti marginalisé ou marginal? Je poserai la même question à Ken après. Oui, toute mon enfance, je me suis sentie, si pas marginalisée, au moins différente. Et on me le faisait sentir quand j'étais dans des baptêmes, des mariages, quand toutes les petites filles, les jeunes filles, en tout cas les adolescentes, s'apprêtaient. Moi, je me mettais dans mon petit coin. Je trouvais qu'il y avait trop de bruit parce que je voulais me concentrer et lire mes livres. Et on me demandait si j'étais pas un tout petit peu folle. Donc oui, je me suis toujours sentie un peu marginale, mais peut-être volontairement aussi, parce que je recherchais justement ça, je recherchais la solitude, parce que j'avais l'impression que ce n'était que dans la solitude que j'étais réellement moi-même. Donc j'étais toujours à la recherche de ces situations de marginalisation, comme on dit, où c'était en quelque sorte, et c'est paradoxal, mais c'était un espace safe, un espace sécuritaire, où j'avais l'impression que je pouvais me permettre de ne pas être, pour un moment au moins, une petite fille parfaite, avec les critères qu'on avait définis et qui ne me ressemblaient pas. Et oui, j'ai aussi été marginalisée à un moment donné parce que j'ai osé faire quelque chose que les jeunes filles ne sont pas censées faire. On n'est pas censé sortir des chemins battus. En tout cas, quand on se retrouve dans une situation qu'on dit privilégiée, on ne doit pas cracher dessus pour quelque raison que ce soit, et surtout pas pour sa santé mentale, et surtout pas pour ses propres aspirations. Ce ne sont pas de bonnes raisons, ni des raisons suffisantes pour dire non, pour dire stop, ça suffit. Je vais aller m'isoler un instant, je vais aller réfléchir parce que j'ai l'impression que ça va trop vite. Et surtout, j'ai l'impression que je ne vais pas là où je veux être. Et surtout, je suis à la poursuite de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas à la poursuite de moi-même. Je suis à la poursuite de la jeune fille que ma mère, elle veut que je sois. Je suis à la poursuite de la jeune fille qu'on a toujours attendu de moi que je sois. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on est totalement hors du chemin qu'on devrait emprunter. Et quand on ose faire ça, c'est beaucoup trop d'audace, c'est limite insultant. Et donc oui, ça a choqué. Et pendant un moment, j'ai eu l'impression que plein de monde autour de moi ne comprenait pas. Et surtout ne pouvait pas concevoir ce geste et ne pouvait pas concevoir que j'ai eu à un moment donné besoin de faire ça. La marginalisation, je ne le vis pas comme une tare. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur à un moment donné parce que je ne connaissais pas cette situation. J'avais toujours été dans la situation inverse. Justement, on m'érigeait au rang de modèle parce que j'avais de bonnes notes en classe, parce que je ne bavardais pas. Je ne parlais pas trop fort. Et quand je saluais un homme, une femme plus âgée, je faisais la courbette. Et c'était ça qui était valorisé et qui faisait de moi une petite fille et une jeune femme plus tard modèle. Ça a été très difficile de descendre de ce piédestal que mes proches et mon entourage avaient érigé pour moi,
parce que justement, je m'étais toujours conformée à ça. Et quand c'est arrivé, ça a été un choc, une véritable crise identitaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Donc, ça m'a fait me questionner et ça m'a fait aussi m'interroger sur ce que je voulais réellement. Et surtout, ça m'a poussé à chercher des modèles qui allaient me dire, nous aussi, on a connu ces situations, nous aussi, on a vécu ça. Et n'aie pas peur d'affirmer ce que tu veux être. Et ces modèles, c'était des écrivaines, c'était des femmes autour de moi. C'était Ken Bougoul avec ses romans. Et quand elle les écrivait, elle n'imaginait pas qu'elle était en train de communiquer avec le futur. Elle a réussi à communiquer avec moi dans ma solitude personnelle. Ken Bougoul a été là. Elle a été une consolation. Alors même qu'elle n'était pas là, elle a réussi à transcender la barrière de la distance, du temps. Pendant qu'elle vivait tout ça, elle l'a écrit. Et c'était une façon de laisser une trace et de dire aux jeunes filles du futur, de me dire à moi, persévère, fais entendre ta voix et tout ira bien. Eh bien, dis donc, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as dit. Alors, oui, Ken Bougoul, folie, marginalité, faut-il en passer par là pour affirmer sa liberté? Pour être soi, tout simplement. Est-ce qu'il faut passer par la marginalité, une bonne dose de folie, une petite dose d'inconscience pour arriver à s'affirmer? Ça, c'est un excellent cocktail. Ouais, il faut faire un cocktail de folie, de marginalité, d'oser, vraiment, c'est ça le cocktail qu'il faut pour booster. Voilà, ça c'est mieux que l'autre gingembre au citronnelle et xorompolé. Il faut qu'on crée ce cocktail-là. Pour nous tous, on en a besoin pour nous booster un peu, pour qu'on puisse oser. Oui, moi je pense que elle a dit tout à l'heure, les espaces de marginalité, quand on est isolé, rejeté, traité que c'est la folie, que cette personne est folle, n'est pas normale, ça arrange aussi la société. Parce que le meilleur moyen de justifier le rejet ou d'accepter que l'autre n'accepte pas de se mettre dans les normes, de rentrer dans les normes, d'être normal, on dit c'est parce que la personne est folle. Donc ça les excuse. Oui, et je rappelle toujours ce film, vraiment qu'il faut repasser. C'est le Kodou de Ababakar Samb Maharam sur un scénario de Annette Mbaye Derneville. Excellent. La fille a dit non, ils l'ont battue, tabassée, elle dit niet. Maintenant, comment justifier à la société qu'elle leur a tenu tête? Ils l'ont enchaînée à un arbre. Et quand les gens rentrent, Anna Kodou, elle est sous l'arbre avec ses chaînes. Mais elle, c'est parce qu'elle a dit non. Mais comment justifier qu'elle nous a dit non? La société, la famille ne peut pas accepter ça. Donc on l'a enchaîné. C'est un film remarquable. Et c'est un scénario écrit par Madame Annette Mbaye Derneville. Vraiment bravo à cette femme-là. Elle a tant fait pour nous toutes. Vraiment extraordinaire. Et donc, la marginalité, c'est en fait c'est un espace de liberté. On n'est jamais aussi libre que quand on est marginalisé et qu'on accepte cette marginalité. Parce que ça permet, c'est des espaces où on peut évoluer, se positionner, se poser des questions. En fait, c'est un espace de liberté. Ça ne mène pas à la liberté, parce que ça n'existe pas la liberté. C'est une dynamique perpétuelle, éternelle. Mais ça prépare. Parce que dans la marginalité, parce qu'avant d'accepter la marginalité comme espace de liberté, j'ai tenté, quand j'ai été isolée, rejetée,
est traitée de folle, de rester dans les périphéries. Vous savez, les périphéries, on n'est ni dedans ni dehors. Donc j'ai essayé quand même, par politesse et toujours par élégance, et j'ajoute par intelligence, de tanguer un peu, d'être à la périphérie. Mais quand ça vient que d'un seul côté, si on ne fait pas attention, on peut sombrer. Donc j'ai dit, c'est un jeu dangereux de rester à la périphérie. Je préfère demeurer dans la marginalité parce que c'est l'espace où je peux, de liberté, où je peux continuer à me questionner, à déconstruire des choses, à faire un travail sur moi, en développant des auto-narratifs de moi-même. C'est-à-dire, je me construisais mes propres narratifs. Et comme si c'était des projets, des objectifs que je dois atteindre. Donc, j'ai fait la gestion de moi-même dans la marginalité. Ça m'a permis de me prendre en charge et de me gérer. C'est pour ça que tous ces espaces de folie, de liberté, de rejet sont des espaces vraiment propices pour quelqu'un qui veut être autre chose que ce qu'on a voulu, que l'héritier. Voilà. Quand on ne veut plus être l'héritier, il faut aller se réfugier dans la folie ou dans la marginalité. Merci beaucoup. Alors, pendant plusieurs années, l'une comme l'autre, vous avez été en Europe, en France. Est-ce que ce détour vous a permis d'en savoir davantage sur vous-même? Est-ce que, parce que vous êtes sorti, vous en êtes revenu enrichi d'un supplément d'âme, ou est-ce que, voilà, vous n'avez rien appris de plus sur vous? En ce qui me concerne, d'aller en Europe, ce n'était pas un détour. Parce que moi, je suis née pendant la période coloniale. J'ai été à l'école coloniale où j'avais appris énormément de choses. Mon isolement, ma marginalité jeune, je lisais beaucoup. Je le dis toujours, acquérir de la connaissance, c'est tellement important pour n'importe quel être humain. D'abord, ça permet de supporter des souffrances. Ça permet même de supporter le rejet, l'isolement, la marginalité. Parce que quand moi j'étais dans la rue, les gens pensaient que vous n'étiez pas malheureuse, alors que j'étais très très bien. Parce que je connaissais tellement de choses que je peux... D'ailleurs, c'est pour ça que je vis seule, parce que j'ai tellement de choses dans ma tête extraordinaires que je n'ai pas besoin de... Et quand je suis arrivée en Occident, je connaissais l'Occident mieux que les Occidentaux, parce que j'avais une éducation à l'occidental, avec une grande culture, une grande ouverture, etc. Et j'étais déjà dans la marginalité chez moi. C'est que je pensais qu'arriver là-bas, je pouvais maintenant montrer que je n'étais pas celle qui venait pour chercher quelque chose, que moi j'étais déjà quelqu'un. Et arrivé là-bas, on a commencé à me réduire comme une peau de chagrin. Elle l'a dit tout à l'heure, quand on est fille, on est noir, on vient d'Afrique, on est nul, on est inculte, on n'est pas cultivé, on ne peut pas citer Dante, on ne peut pas citer un peintre flamand, on ne connaît pas, etc. C'est comme si on est... Donc tout d'un coup, moi qui me prenais pour celle qui... Madame c'est tout, cultivée, je me disais, là-bas, ça va couler comme de source. Et là, tout d'un coup, de mon comme ça, ma bouche grande ouverte, là, on m'a refermé le clapet pour me laisser de quoi respirer. Réduit en tant que femme, en tant que noire, venant d'Afrique, etc. Remettre même en cause que j'avais des capacités intellectuelles. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, ça ne m'intéresse pas de discuter avec vous de Mésopotamie ou de Sumer. Moi, c'est vous qui m'intéressez, votre corps. Vous, les Noirs, vous êtes chaudes. J'ai dit, tiens, je voulais prendre le thermomètre pour voir ma température. Donc, pour dire que ça aussi, c'était plutôt réducteur.
Donc, et là, c'est ce traumatisme qui m'a permis maintenant, peut-être même, d'accepter, d'intégrer, mais de ne pas m'en servir comme justificatif, d'être noire, d'être une femme, et parce que j'ai été confrontée au déni d'un être humain qui pouvait être aussi noir et être aussi une femme. Donc, c'est ça que l'Europe m'a apporté. Et je dis, grâce à ça, mais sinon, j'avais déjà des acquis que je pensais continuer à consolider et que l'Occident a voulu casser en me réduisant à ma plus simple expression. Et comme je dis toujours, moi, c'est les chocs qui me font rebondir. Et c'est de ça que j'ai rebondi pour assumer d'être femme, d'être noire, etc. Et de continuer à me battre pour rester moi-même jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivée en France, j'étais très très loin aussi de me douter qu'on allait me regarder d'abord, avant toute interaction, comme une femme noire, et qu'ils avaient déjà une idée très arrêtée de ce que je serais et de ce que j'allais dire, indépendamment de ce que j'avais à dire. Donc oui, j'ai vécu ça et je me suis rendu compte que les interactions avec les gens ne sont pas pures. Quand je rencontre une personne, ce n'est pas une relation vierge qui commence. Ce n'est pas un papier, dénué d'écriture. C'est un océan de stéréotypes, de clichés qui arrivent avant tout. Et rares sont les personnes qui vous voient dans votre globalité. Et on questionnera effectivement vos connaissances et on se demandera si vous avez réellement les compétences pour faire ce que vous faites. Quels que soient vos diplômes, vous êtes toujours en train de prouver. Déjà, les femmes en Occident ont des problèmes. Si en plus on est noir, alors là, c'est le comble. Donc oui, c'est énormément de défis. Mais ce qui est sûr, c'est que l'exil, ce n'est pas un exil forcé, c'est un exil plus économique qu'autre chose. Mais dès l'instant qu'il y a exil, il y a quête identitaire. Parce que pour moi, quand on est en mouvement, on va découvrir quelque chose de nous-mêmes qu'on ne savait pas. En tout cas, qu'on n'aurait pas pu découvrir si on était resté là où on est. Donc, quand je suis allée en France, à Paris, pour étudier, je me suis découverte autrement, parce que je me suis découverte dans le regard des autres. Et ça m'a poussée à questionner aussi la place des femmes noires dans la société. Ça m'a poussée à chercher au fond de moi-même. Ça m'a poussée à trouver des réponses. Et on se rend compte aussi qu'on ne veut pas être tout ce que les gens ont décidé, parce qu'on ne veut pas être cette femme noire disponible sexuellement pour tout le monde. On ne peut pas être cette femme qu'ils croient sensuelle et qu'ils appellent avec qui vont approcher avec plein de qualificatifs qui évoqueraient les animaux. On dira ouais, ce sont des tigresses, ce sont des panthères. Non, on n'est pas des panthères, on n'est pas des tigresses, on est des femmes. Et nous méritons d'être appelées femmes et nous avons en nous autre chose à dire. Nous avons en nous des choses à exprimer qui méritent d'être entendues. Et il a fallu effectivement se faire à cette image. Il a fallu se découvrir autrement. Et c'est toujours un choc quand on parle avec quelqu'un et qu'il ou elle commence sa phrase en disant
vous les Noirs, ou tu es ceci ou cela pour une Noire, c'est extrêmement réducteur et ça, je n'ai pas l'impression que les gens se rendent compte à quel point c'est violent, parce que ça veut dire qu'on ne te voit pas en tant qu'individu, on te voit d'abord pour ta couleur, et en plus tu as la responsabilité de représenter toutes les femmes noires en tant que femme noire. Et si tu parles d'une telle façon, on dira « Ah bah, les femmes noires, elles parlent comme ci ». Mais non, non, les femmes noires ne parlent pas comme ça, c'est moi qui parle comme ça. Et parce que tu feras quelque chose, on dira « Bon bah, les femmes noires, non, ne généralisez pas, c'est moi, c'est mon individualité ». Et moi, je préfère qu'on ne me voit pas du tout, qu'on pense que je n'existe pas, plutôt qu'on me colle des étiquettes qui ne me correspondent pas. Parce que parfois, c'est beaucoup plus dur d'être mésinterprété et vu pour ce qu'on n'est pas que juste de ne pas être vu. Donc oui, forcément, l'exil, ça nous met face à nos contradictions, ça nous met face à ce que nous sommes, et ça nous pousse à chercher au fond de nous-mêmes ce que nous sommes réellement, ça nous pousse à interroger le regard sur les autres, le regard des autres, et moi, ça m'a permis de développer une forme d'empathie aussi, parce que tu te mets toujours à la place des autres, tu sais ce que c'est. Et ça change toute la vie. Merci, Gary, pour ta réponse. Alors, Gary, tu as certainement lu le Baobab Fou. Tu as Ken Bougoul en face de toi. Quelle question aimerais-tu lui poser? Alors, oui, avant. Oui. Répondre ne me pose une question qui va peut-être me déstabiliser. Non, elle ne va pas. Rien ne me déstabilise. En fait, je voulais dire que dans l'exil, parce qu'elle a parlé d'empathie, je voulais dire que aussi, quel que soit ce qu'on a vécu dans les origines, parce qu'on ne peut pas renier. Tout à l'heure, je parlais de Malem Hodar. Je suis née dans la chambre de ma mère, sur la natte, comparé à ma fille qui est née dans une clinique à Brazzaville. Je crois que même il y avait le climatiseur. Alors que moi, dans le Ndoukoumane, à 50 degrés, à l'ombre là. Et j'aime ça. J'aime la natte sur laquelle je suis née. J'aime mon village. J'ai de l'empathie. C'est-à-dire l'exil aussi a suscité, en dehors de me retrouver, d'être confrontée à moi-même et de me questionner sur moi-même et de trouver les solutions à travers et par moi-même, ça m'a réconciliée avec d'où je venais, malgré les contradictions, malgré les pressions sociales, malgré ce qu'on a voulu m'imposer, que j'ai refusé, malgré les chocs que j'ai eus avec mes frères, avec mes sœurs, avec les miens, parce que je voulais être différente et eux, ils ne voulaient pas que je sois différente. Et cette empathie, j'ai eu la nostalgie des miens, pas pour leur obéir, parce que j'étais déjà dans ma construction, mais ça, je ne les ai pas rejetés du fait qu'ils m'avaient rejeté. J'ai même développé de l'empathie pour eux, parce qu'ils ont voulu presque s'excuser après, et c'était gênant. Donc moi, je suis allée vers eux. Ma fille sait à quel point j'aime ma famille. Quand elle veut donner quelque chose, je dis non, 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 je vais donner ça aux gens qui sont démunis dans ma famille. Parfois, elle me dit, mais tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Je dis, mais j'aide les gens de ma famille qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est l'exil qui a permis que la rupture de renier les miens, c'est l'exil m'a permis de développer cette empathie pour dire je vous ai pardonné finalement. Alors, oui, la question de Gary, avant qu'on ne passe aux questions du public et aux contributions du public. Le Baobab Fou a inspiré énormément de jeunes filles. Il y a
beaucoup de personnes qui se sont identifiées à vous, qui vous ont lu, qui vous ont comprise et qui vous ont prise presque pour une marraine immatérielle, mais une voix réconfortante quand on est sujet à des doutes, quand on est dans les ténèbres, quand on ne sait pas quoi faire. Ça a été un guide. Aviez-vous cela en tête en écrivant ce roman? Quelle était votre intention première? En fait, en écrivant Le Baobafou dans la rue, à 95% dans la rue, les 5% entre l'île de Gorée et la communauté une communauté dans laquelle j'évoluais à Ouagouniaï. Mais tout le reste, c'est dans la rue. Mais l'intention n'était pas de sortir un livre. C'était une écriture, une démarche clinique d'auto-réparation. Hier, quelqu'un, ou ce matin, ou hier, on a parlé de réparation. Mais pour moi, la réparation, ce n'est pas comme une réparation matérielle, c'est comme une thérapie. Mais de réparation thérapeutique, de se réparer. Vraiment de se... En Wolof, on dit de se raccommoder. Voilà, je me raccommodais. Et donc l'intention n'était pas un livre. Si le livre est sorti, c'est grâce à Annette Mbaye d'Erneville. C'est elle qui a amené le manuscrit aux nouvelles éditions africaines. Moi, je lui avais remis une partie du manuscrit que j'avais mise au propre à son fils Ousmane William Mbaye, Willy, et j'ai pris un papier. J'ai dit, bonjour Tata Annette, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de l'empathie, d'avoir vécu à l'étranger, ce que ça a créé comme empathie vis-à-vis des miens. Cette femme à qui j'en ai tant voulu, jusqu'à 33 ans, de m'avoir laissé à Malé-Modar et de partir, je lui en avais tellement voulu. Après, j'avais même de la pitié pour elle. C'est pour ça que j'ai écrit De l'autre côté du regard quand elle est décédée. Et je lui dis de lui lire ça, comme si Tata Annette, elle a 20 ans ou 21 ans de plus que moi, hein, pas plus. Hein. C'est quand même beaucoup, mais bon, c'est ma copine, quoi. On est un peu copines. On a un peu les mêmes caractères, un peu. Et donc, je voulais qu'elle lise ça, comme si ma mère avait entendu tous les cris, tout ce que j'avais ressenti depuis qu'elle m'avait laissé à Malé-Modar. Donc, c'était ça. Mais moi, c'était dans l'écriture que je me raccommodais, que je me réparais. Et c'est elle qui l'a amené. Bon, quand le livre est sorti, j'y peux rien. Hein. Mais quand je vois comment, à partir de ce livre, j'en parlais tout à l'heure avec une dame qui habite en France, là, avec son club Les Amis du Monde, quelque chose comme ça. Peut-être que je dis ça mal. Elle doit être là où elle est partie. Et c'est toujours les... Je lui racontais que une fois, j'étais à Paris, où on avait invité beaucoup d'autres gens. Donc, il y avait, tout d'un coup, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient arrivés, des dizaines et des dizaines. J'ai dit, ah, mais c'est bien, tous ces jeunes viennent pour la conférence. Quand on a fini de parler, qu'on est descendu de l'estrade, on a vu cette ruée de jeunes gens venir vers moi. Donc, j'étais un peu... et puis je disais, mais je ne sais pas. Et c'est des filles qui avaient pris le train de petites villes de France, qui ont dit, on a dit que Ken Bougoul venait à Paris dans cet endroit. Et c'est mes petites filles. C'est-à-dire, je suis leur grand-mère. Il y a plus de 3 générations et demie, pour ne pas dire 4. 3 générations nous séparaient. Et ces jeunes filles étaient comme si...
c'est le baobab fou, c'est ça qu'elles attendaient. Et quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, quand on parlait de ça, c'est ce que vous aviez vécu, que vous avez raconté, des choses qui se sont passées de votre naissance jusque dans les années 70, quand vous êtes arrivés en Europe, c'est ce qu'elles sont en train de vivre en tant que jeune fille, en tant que noire, etc., etc. Donc, de le vivre alors que vous pouvez être leur grand-mère. Donc, quand elles ont entendu, c'est comme si... Donc, la portée de ce livre qui est toujours un best-seller. Chaque fois, je dis aux gens, c'est le baobab fou qui me fait vivre, en fait. C'est vraiment un livre, je ne sais pas comment le traiter. Il y a je ne voulais pas le dire parce que je voulais que Yasmina ait l'occasion d'ici demain de le dire. Il y a une université, ils ont tellement étudié le baobab fou sur plusieurs promotions que cette université a décidé de me faire docteur honoris causa le 18 janvier prochain. Donc vous voyez comment ce petit baobab fou me fait docteur honoris causa. Mais ça, c'est un livre. Et non seulement ça, mais toute cette jeunesse partout. Je vais dans le monde. C'est pas seulement en Afrique, en Europe, aux États. C'est-à-dire, jusqu'en Asie, c'est-à-dire, c'est le livre. C'est comme si c'est l'histoire. J'écris une histoire pour les nouvelles générations. Donc, ça, pour dire que quand on écrit, d'abord, c'était pas pour éditer. Ensuite, Tata Anenbaye Derneville l'a amené aux nouvelles éditions africaines. Ensuite, le livre qui fait son bonhomme de chemin, il a été introuvable pendant 7 ans quand les NEA étaient en faillite. Présence africaine a repris pour une réédition et c'est leur best-seller. C'est-à-dire c'est le livre qu'ils vendent comme des petits pains tous les jours et ça a porté au niveau des nouvelles générations. Donc je ne sais pas si ce n'est plus Ken Bougoul. Moi-même, je dois ma survie au baobab fou de Ken Bougoul. Bravo, bravo, bravo. Et je tiens à dire qu'une de mes élèves, Alice Herviowan, pour ne pas la citer, a eu 20 sur 20 à son bac de français grâce au baobab fou. L'année dernière. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, au lycée français, on le lit encore. Alors, le micro est ouvert au public. Je crois que nous avons un peu dépassé l'horaire, mais c'était tellement fabuleux. Vous entendre, c'était magnifique. Vraiment. Tu n'as dit aucune bêtise. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci Amina d'avoir organisé cet événement. Merci Ken Bougoul et Diary Sow de nous avoir vraiment régalé aujourd'hui. Je suis particulièrement fan des deux. Deux générations, mais deux femmes inspirantes, deux parcours parfois similaires, en tout cas dans la volonté de s'écarter des stéréotypes et des normes, mais en tout cas toutes deux tellement inspirantes que moi, voilà, moi qui suis entre les deux générations, je me retrouve en tout cas en vous deux, en chacune d'entre vous. J'ai appris aussi dans vos interventions que finalement l'identité, c'était, même si ce sont des choix personnels, c'est aussi quelque part les influences sociales. On se définit toujours par rapport à la société. Bon, c'est une déformation professionnelle, je suis sociologue, donc je ne peux pas foncièrement dire que nous avons cette liberté-là de nous définir soi-même sans un rapport avec la société, mais en tout cas, je suis totalement en phase quand vous refusez d'être enfermé dans des carcans et quand vous décidez de jouer de votre intellectualité pour vous définir et pour dire finalement aux gens, voilà qui je ne suis pas, pour que les gens sachent par votre comportement et par vos écrits ou autres, ou par vos paroles, voilà qui je suis. En tout cas, merci, c'était juste pour vous remercier. Merci aussi à la modératrice.
Merci beaucoup. Je suis très contente. J'ai l'impression, ce sentiment-là, quand tu tiens un livre, tu n'as pas envie de le fermer tellement la discussion a été super profonde et a été aussi... Enfin, elle s'est adaptée, je pense, à chaque personne qui a écouté, que tout le monde s'est retrouvé dans ça. Et sur la question de l'héritage, moi, ça m'a rappelé un film réalisé par une Vietnamienne et française qui s'appelle Mai Hoa, qui s'appelle Les Rivières. Et dans ce film-là, elle explore en fait sa lignée de femmes. Comment est-ce que de génération en génération, elle, sa maman, sa grand-mère et tout ça, elle se transmettait de la douleur, elle se transmettait les traumas, toutes les choses difficiles mais non dites en fait qu'elles ont traînées et qui continuent en fait d'avoir un effet sur elles-mêmes, sur leur équilibre et qui était quand même assez dévastateur, dont elles n'ont pu plus ou moins essayer de se défaire qu'en abordant en fait le sujet réellement. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, maman mariée et tout surtout, comment est-ce qu'on rompt avec cette chaîne-là en tant que femme où il y a un fardeau, qu'on reçoit, qu'on hérite, qu'on continue de transmettre aux générations qui viennent? Comment est-ce qu'on dit non à tout ça et qu'on se remet sur de nouvelles bases pour avoir un meilleur équilibre? Diary, si tu veux y répondre aussi. Merci en tout cas de nous avoir autant emportés et pour ta belle modération aussi, Fatima. Merci. Alors, merci. Je voudrais à mon tour remercier les deux intervenantes de tout à l'heure qui nous ont entraînés dans leur, ce que j'appellerais aventure ambiguë, dans leur quête identitaire. Et à la fin, dans l'interrogation qui a été posée par la modératrice, il y a la jeune auteure qui répondait, enfin qui disait qu'elle avait compris Ken Bougoul, parce que j'ai essayé de suivre d'un bout à l'autre de cet échange. Je n'ai pas pu la saisir, sinon je n'ai pas pu définir l'identité à laquelle elle aspire ou qui elle est véritablement aujourd'hui. Et quel dialogue, quelle est la part, sinon du père, de la figure paternelle dans cette quête identitaire, dans ce cheminement? Je voudrais encore dire ma fierté d'être ici présent à ce salon féminin du livre. Et aussi dire que je corrobore également l'intervention de tout à l'heure qui disait qu'on se construit forcément à partir d'un héritage social, culturel, et j'en passe. On n'est pas soi-même tout seul. Ce que j'ai essayé de saisir depuis le début de cette conversation, c'est que cela traduit la trajectoire de l'initié. C'est un film que je regardais il y a longtemps. C'est qu'au bout du compte, au bout du cheminement, il finit par arriver à un livre où, en ouvrant le texte, il va se retrouver lui-même. C'est en fait un texte, un livre miroir. Ça va bien évidemment montrer à ce personnage son propre reflet. Et c'est pourquoi je crois avoir peut-être saisi qu'elle va me dire l'identité auquel elle se réfère pour construire son identité. Merci. Une dernière intervention, on m'a signalé qu'on doit retourner le micro pour un dernier tour de table. Du coup... Pour ce qui est de la question d'Adama, de copine à copine, d'ami à ami, je te dirais que trouver son identité, c'est une question complexe, c'est un voyage sans fin, parce qu'il est infini.
il y a plusieurs versions de nous-mêmes qu'on ne va jamais, jamais connaître. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça fait toujours peur de se retrouver différente des femmes auxquelles on s'est identifié quand on est petite. Tu parlais du film que tu as vu, où génération après génération, on se transmet nos identités, justement. On se transmet ce qu'on est en tant que femme, parce qu'on nous voit de la même façon, notre place dans la société est la même, et on est défini par rapport aux hommes de la même façon. Donc on se transmet ces choses-là de mère en fille, de grand-mère à petite fille, et ça nous suit toute notre vie. Mais il faut aussi avoir le courage, à un moment donné, de dire non à tout ça quand ça ne nous convient plus. C'est très dur parce qu'on n'a pas envie, justement, d'être marginalisé. Ça fait très, très peur. Ça terrifie la plupart des gens. Et notre entourage, et ce sont les premières personnes qui vont nous dire qu'il faut faire attention, qu'il faut être prudente avec certaines choses, qu'il faut se conformer, qu'il faut être comme les autres pour ne pas se faire remarquer, parce que quand on se fait remarquer, c'est là qu'on a des ennuis, c'est là qu'on nous désigne du doigt, c'est là qu'on nous étiquette, c'est là qu'on nous traite de folle, pour nous décrédibiliser et pour ne pas nous écouter. Donc on nous met de côté et puis on fait comme si ce qu'on dit n'a pas de sens. Et comme ça permet aux identités imposées de continuer à régner. Moi, je te dirais juste que je continue de me chercher et continuons de nous chercher en créant, en peignant, en lisant, en regardant des parcours, en s'inspirant et de ne pas avoir peur de se trouver. Voilà. Elle a tout dit, mais je voulais revenir sur la question de l'héritage. C'est-à-dire, on dit qu'on ne peut pas... Il y a l'héritage. On hérite de là où on est né, les odeurs, les machins, etc., etc., etc. C'est-à-dire que, pour moi, c'est la question de choix. C'est très important de pouvoir... d'avoir le choix. Si... ce qui se transmet me convient, il n'y a pas de souci. Moi, l'essentiel, c'est d'être à l'aise avec moi-même. Mais si je ne suis pas à l'aise avec quelque chose, je refuse. Mais on te dit, à quel moment est-on à l'aise? Ça, c'est la question. Parce qu'on dit, on n'est pas à l'aise si on a 12 ans, on dit des conneries. Mais c'est faux. Même un enfant de 5 ans, il ne faut pas lui imposer de terminer son assiette de céréales, de bouillie ou de... etc. parce que c'est bon pour lui. Les enfants, parfois, ils ont faim, ils veulent manger beaucoup, mais il y a des périodes où l'enfant n'a pas d'appétit. Et vous voulez gaver l'enfant, lui faire avaler sa bouillie parce qu'il n'a pas mangé de toute la journée. Mais non, il n'a pas faim. Il n'a pas faim. S'il a faim, il va demander à manger. Donc c'est ça, d'avoir le choix. Qu'on laisse aux gens d'avoir le choix, d'accepter un héritage comme de ne pas l'accepter. C'est ça, de ne pas accepter l'héritage si on n'a pas envie. Mais si on veut, donc c'est ça, laisser ce choix. C'est là que commence la liberté, d'avoir le choix. Si quelqu'un accepte, je sais pas, moi je connais des gens, je le suis même un peu d'une manière peut-être métaphysique, je ne veux pas dire intellectuellement, mais j'aime, d'ailleurs je crois que je l'ai avoué tout à l'heure, j'aime toujours, peut-être je suis habituée à la souffrance, mais j'ai besoin de... Comment on appelle les gens qui aiment la souffrance? Des masos? Oui, je suis un peu maso, en fait. Parce que mais si je suis maso, mais pourquoi on va dire, mais c'est pas bien, mais ça me plaît, j'ai besoin de... je me brûle même parfois, hein.
je prends quelque chose de chaud, sentir la chaleur qui me transperce le cou, et puis je laisse la chose là, aïe, ah, c'est chaud. Mais j'avais besoin que cette chaleur me brûle à l'intérieur. Mais j'aime ça. Mais pourquoi on va me refuser de choisir? C'est ça le problème, c'est la question du choix, de laisser la liberté à quelqu'un de choisir. Je veux ou je ne veux pas. Donc, parce que c'est là, si on dit je veux pas de mon héritage, j'en veux pas. Parce que je ne veux pas être comme ça, je veux être différente. La différence ne doit pas exclure du groupe. On peut être différent et rester dans le groupe. Mais il faut que le groupe soit disposé et disponible à la vie en commun avec la différence. Mais le monde se fait dans la diversité. Il faut des différences. C'est que nos sociétés ont fait des groupes clonés où il y a le pater, la mater, enfin, c'est-à-dire c'est hiérarchisé, mais tout le reste du groupe n'a même plus droit à jeu. On tue le jeu. Donc on tue l'individualité. On décide pour le groupe, le clonage. Et maintenant, si dans le clonage, un rebelle se dit « je ne veux pas être cloné », on ne doit pas l'exclure. Ce sont des exceptions qui confirment les règles. Donc il faut que nos sociétés apprennent à accepter la différence. C'est là où se situe le problème. Sinon, il n'y aurait pas eu rejet, marginalité, d'être traité de fou, d'exclusion, etc., de diaboliser, etc., etc. C'est parce que nos sociétés sont encore clonent le groupe et il y a 2-3 personnes qui sont au sommet, qui ont droit à la parole, qui ont droit et même à manger les meilleurs morceaux. Hein. Ah oui, oui, même dans la nourriture. On donne les meilleurs morceaux au papa, certaines parties à la maman, les personnes âgées, on dit qu'elles n'ont pas beaucoup de dents, on leur donne les trucs mous, et puis maintenant les os et les trucs comme ça, on donne aux enfants, il n'y a que des saignes, quoi. C'est ça en fait nos sociétés. Et pourquoi il faudrait qu'on revienne, je sais qu'il y a des familles modernes, évoluées, qui font fi de cela, essaient de vivre en harmonie. Mais le problème qui se pose fondamentalement, c'est la question d'accepter l'héritage ou de refuser l'héritage. C'est pour ça que je faisais référence à Derrida. C'est à moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Maman Ken. Bonsoir Dombaï Diary. C'est un plaisir vraiment d'avoir assisté à ce panel. Donc je pense que ma question elle a été déjà posée par Adama, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais juste pour vous dire que maman, quand je vous ai entendu tout à l'heure dire il faut savoir rejeter, mais avec intelligence et avec politesse. Donc ça m'a rappelé quand j'étais, il y a quelques années, donc quand j'ai un peu subi peut-être ce genre de situation de quête identitaire, parce que donc étant une fille alpulaar, donc ma maman me disait carrément que je n'ai pas le droit de faire des rastas. Tu es alpulaar, alors que moi j'avais vraiment envie de les faire. Et elle s'y opposait carrément en me disant non, tu ne les fais pas. J'ai une fois fait, j'ai enlevé, j'ai encore fait. Elle m'a demandé d'enlever. Mais bon, j'étais là d'une manière très intelligente, politesse, donc doucement, et jusqu'à ce que je suis parvenue donc à faire de ces rastas-là que je voulais et finalement qu'elle les a acceptés. Et donc je me suis rendu compte que peut-être que si j'avais fait un tiraillement entre elle et moi, donc je serais la perdante parce qu'après tout c'est une parent. Et donc nous sommes dans une société où on nous oblige donc de respecter donc les parents. Quand une maman ou bien un papa te dit de faire ceci, même si tu n'as pas envie de le faire, il y a une manière quand même de procéder, une stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir peut-être subvenir à tes fins. Et donc j'en suis arrivée. Et donc je vous remercie de vous avoir entendu parler de ça. Donc ça me permet encore une fois de consolider également donc cette expérience que j'ai eu à vivre donc quelques années, donc des années, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, 4 ans en arrière. Merci beaucoup Diary. Donc c'est un honneur vraiment de te voir aujourd'hui, de te rencontrer après avoir discuté plusieurs mois dans Miss Littérature. On aimerait bien te recevoir là-dedans, mais bon, malheureusement, et peut-être on espère dans les prochaines éditions, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était juste une contribution, la question elle a été déjà répondue.
Alors, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis très heureuse en tout cas de vous avoir sur ce panel très très riche, que ça soit voilà, Ken Bougoul, Fatima et Diary Sow. Moi, je m'appelle Mboulé Badji et je me définis comme quelqu'un qui fait la promotion du livre. Donc voilà, je suis une amoureuse du livre, c'est ma vie. C'est aussi mon métier en même temps. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, la quête d'identité, qui on est, moi, je suis l'aînée d'une famille où mon papa voulait un garçon. Et donc, après 2, 3, il s'est dit, attends, je vais l'élever comme un garçon. Et donc, j'ai été élevée comme un garçon, je prenais les décisions, j'étais celle qui gérait les factures, je connaissais son salaire. Et donc, je m'étais forgé cette mentalité d'être une femme, homme. Je dirigeais tout. Et je pensais que mon identité s'arrêtait là. Mais, le soir de mon mariage, tout a basculé. Et mon père, celui qui m'a inculqué ces valeurs-là, a été le premier à me dire, viens, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, tu es une femme mariée et tu n'es plus la fille aînée de cette famille-là. Aujourd'hui, quelqu'un va prendre les décisions à ta place et il faudra que tu t'alignes à cela. Je lui dis, ah, mais là, ce sera compliqué. Et s'il a tort, je vais devoir accepter. Il me dit, c'est le mariage. Ses sœurs, la même chose. Et même mes cousins m'appellent pour me dire, ah, la femme intellectuelle que tu étais avant s'arrête ici. Aujourd'hui, tu vas écouter dans ton mariage et on sait que quand il y aura un souci, ce sera de ta faute. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que l'identité est ce que la société nous donne ou bien ce que l'on renvoie à la société ou c'est réellement quelque chose qui nous appartient? Et cette question est aussi valable pour toutes les deux. Allez, merci beaucoup. Une dernière intervention. S'il vous plaît, on doit enchaîner avec la conférence. L'invité d'honneur est là, Madame Fatou Sow. Vous savez qu'il fait très tôt Timis. Du coup, on doit passer à une autre. S'il vous plaît, la dernière et on retourne le micro pour quelques minutes. Merci beaucoup. Excusez-moi, je pensais que c'était le dernier panel. Pardon, maman. Ma question est pour Diary. Diary, ce que je voulais savoir, mais peut-être que c'est personnel, alors si tu ne te sens pas à l'aise d'y répondre ou si tu n'as pas envie, je comprendrai. Je sais que tu as des jeunes sœurs et il y a les cousines et tout ça au village. L'impact que ça a fait sur ces jeunes filles, est-ce que tu le sais, est-ce que tu le mesures et comment il est à ton avis? Quand je parle d'impact, je sais que ce que tu as fait, ton cheminement, ton parcours est très très rare, que peut-être il n'y en a pas eu avant, je suppose. Tu as réfléchi par rapport à tes tantes, par rapport à tes mères. Comment tu penses que tes petites sœurs, les cousines vont voir? Est-ce que ça va révolutionner? Comment ça va faire? Pardonnez-moi, hein, je m'exprime très mal en ce moment parce que je suis très très fatiguée. Maman, je n'ai pas de question, mais je ne peux pas, bien évidemment, ne pas te dire un mot. Maman, le Baobab Fou n'est pas un petit livre, c'est une légende. Le Baobab Fou a façonné les femmes que nous sommes aujourd'hui, ainsi que toute ta littérature. Encore une fois, je te salue bien bas. Et je te dis merci comme Diary de nous avoir libérés, de nous avoir donné les clés, parce que nous, tout autant que nous sommes, avons été inspirés par toi, par ton parcours magnifique et par ce que tu incarnes. Merci infiniment. Est-ce que ça marche? Oui, oui, ça marche. Je vous laisse répondre aux questions avant le dernier tour de table ou vous voulez juste conclure? Moi, je conclus. Je n'ai pas retenu les questions. Alors, mais la dame qui a parlé tout à l'heure, qui est devenue, qui a changé de fonction, de rôle, là, le jour de son mariage. Ah non, tu n'es plus la femme, l'homme que j'avais. Maintenant, c'est un homme qui va te dominer. C'est cruel, hein? C'est cruel. Les papas sont cruels, hein? Je voulais savoir, vous vous appelez comment, vous avez dit? Hein? Badji. Badji comment? Oulé.
Non, mais parce que le jour où je suivais l'investiture de l'Assemblée, il y a une dame qui s'appelait Ousmane Sonko. Et tout le monde a dit, ah, c'est pour faire Sonko. Il dit, non. Quand je suis née, Pastef n'existait pas. Moi, je suis de la Casamance, mon père s'appelle, je sais pas quoi, Sonko. Mais dans ma famille, il ne faisait que des filles et mon père voulait un garçon. Et que dans sa communauté en Casamance, comme il ne faisait que des filles, il voulait un garçon, il a eu une fille et il l'a appelée Ousmane. Elle a dit que c'est une tradition dans cette communauté en Casamance. Donc, il ne fallait pas t'appeler Ouley, il fallait t'appeler Ibrahima Badji. Comme ça, tu allais rester un homme tout le temps plutôt que de s'appeler Ouley. On te donne le rôle d'un homme et le jour de ton mariage, ton papa te dit, bon, maintenant, tu ne décides plus comme tu décidais dans la maison. Maintenant, quelqu'un est au-dessus de toi et doit te commander. Donc, tu diras à ton papa que moi, j'ai dit qu'il est cruel, qu'on ne dit pas des choses comme ça le jour de son mariage à sa fille. Moi, je vais répondre à la question sur l'impact que j'ai pu avoir sur mon entourage, en tout cas mon entourage féminin. C'est sûr que ça a changé nos rapports que de voir que toute la société questionnait ou condamnait mon comportement. Et forcément, ça peut créer une relation assez ambiguë parce que en même temps, ces femmes m'aiment. Ce sont ma mère, mes tantes, mes cousines, mes sœurs. Elles m'adorent, elles veulent me protéger. Et en même temps, je peux incarner quelque chose qu'elles condamnent. Je peux incarner quelque chose qu'elles ne veulent pas pour elles-mêmes. Donc c'est toujours une relation très ambiguë où je sais que dans tous les cas, contre vents et marées, elles me défendront. Mais elles me défendront parfois non pas en soutenant ce pourquoi je me bats, ce que je défends. Elles peuvent le condamner également et l'excuser. Donc le soutien, c'est plus des excuses qu'un véritable soutien de mes prises de position. Donc elles excuseront mon comportement envers la société, elles excuseront parce que j'ai voyagé, parce que j'ai trop lu dans mon enfance, ça m'a tourné la tête, ça m'a déglingué, et oui, bah. Donc en même temps, je sais que mes sœurs ont été très impactées par tout ça. Déjà, elles sont excellentes en classe, elles sont très assidues, elles mettent un point d'honneur à honorer le nom familial, entre guillemets, parce qu'elles sont dans la même école que moi. Donc oui, ça leur met un tout petit peu la pression. Je peux comprendre ce que c'est aussi, parce que c'est aussi une forme de pesanteur sur elles. Elles peuvent avoir sur leurs épaules des attentes peut-être irréalistes, parce que ce que j'ai voulu pour moi, elles ne le veulent pas forcément pour elles-mêmes. Elles ne sont pas obligées d'aimer les maths, la physique, elles ne sont pas obligées d'aimer la littérature ou de savoir écrire. Elles peuvent avoir d'autres centres d'intérêt. Et moi, je fais en sorte de leur faire comprendre qu'elles peuvent choisir, qu'elles peuvent être elles-mêmes. Il y a une de mes sœurs qui s'est voilée pendant que j'étais à Paris. Donc quand je suis rentrée, je suis venue et je l'ai interrogée, parce que pour moi, c'est important de savoir si c'est vraiment elle qui l'a choisi ou si c'est quelqu'un qui lui a imposé. Donc non pas que je puisse en faire enlever son voile ou quoi, mais pour moi, c'est important qu'on respecte son choix, qu'on respecte ce qu'elle veut, qu'on respecte ses envies, parce que même si ce n'est pas ce que je veux pour moi-même, je veux qu'elle puisse être elle-même et s'exprimer et être libre de devenir qui elles veulent. Voilà. Okay, et pour Wuri, on n'a pas fini, hein,
parce qu'on n'a pas répondu à ta question. Tu peux la reposer, s'il te plaît? L'homme qui est devenu une femme, enfin, la responsable à qui on a retiré toutes les responsabilités. Et qu'est-ce que tu voulais savoir maintenant? Le passage de quelqu'un qui était responsable, qui prenait des décisions, et maintenant on te dit que tu ne peux plus prendre des décisions, c'est ton mari qui va décider. Il faut faire fi de tout ça. Tu continues à prendre des décisions dans ton couple, dans ta vie. Parce qu'être marié ne veut pas dire renier à ta propre vie. C'est deux entités qui sont ensemble, mais pas deux entités qui se noient. L'autre phagocyte l'autre, et dans ces cas-là, l'une des deux parties va faire des concessions extrêmes qui mènent au déni de soi. Donc il faut continuer à rester soi-même. Tu avais l'habitude de prendre des décisions, tu continues à prendre tes décisions, et tout simplement, tout naturellement, sans en imposer, sans vouloir parce que les relations avec les gens, ça ne doit pas être des relations conflictuelles. Chacun a ses trucs, son travail, ses responsabilités. Toi, tu continues comme si de rien n'était, et je pense que même ton mari va apprécier d'avoir une femme responsable qui prend des décisions à sa place, parce que souvent les hommes ne sont pas très inspirés dans certaines situations. Merci. Bon, merci beaucoup. Il y a des gros yeux qui nous regardent. Moi, j'aurais bien prolongé vraiment ce dialogue exceptionnel entre vous deux. J'ai juste une dernière question pour donner 1 minute à chacune pour me répondre sur le domaine de la littérature. La littérature comme un couteau ou comme un baume, comme un onguent? Moi, c'est 2 mots. Comme je suis une masochiste, je veux que ça soit et couteau et baume. Voilà, comme ça. Excellente réponse. Excellent. Merci. Pour moi, ça n'aurait pas de sens que la littérature soit juste un baume. Il faut que ce soit aussi un couteau pour que ça ait un sens pour les autres. Donc, excellente réponse là encore. Et avant que le garde du corps qui est là debout ne nous fasse lever de force, je voudrais vous remercier de tout cœur pour vos paroles profondes, pour ce panel vraiment exceptionnel. Merci Gary, merci Kali.